Rebonjour à tous, c'est encore Monsieur Benet avec vous. Dans cette vidéo, on va traiter des actions paramétriques récursives. Je vais donc essayer de vous expliquer ce que sont les actions paramétriques récursives, pourquoi on les utilise, et on va dire comment déterminer si une fonction peut être ou une action paramétrique peut être récursive ou non. Donc, une action paramétrique récursive, comme son nom l'indique, c'est une action paramétrique qui s'appelle elle-même. Donc, si on voulait faire une analogie avec les mathématiques, on dirait que une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Essayez de vous rappeler un peu ça. Ça rejoint un peu ce que vous aviez déjà vu comme la preuve par la récurrence en mathématiques. Donc, imaginons que j'ai une fonction f de x. F de x est égal à x. A x plus 1 par exemple. D'accord. Maintenant, si je fais f de x plus 1, ça sera égal à x1, x plus 1, pardon, x plus 1, qui est notre nombre, plus 1. On est d'accord. Celle-là, elle est égale à quoi aussi? Si je prends cette f de x plus 1, je peux la considérer comme étant égale à le x plus 1, c'est f de x, le tout plus 1. Et donc, f de x plus 1 sera en réalité, f de x plus 1 sera en réalité égal à f de x, le tout plus 1. Donc, cette fonction, on a f des deux côtés. On a f ici et f ici. Donc, cette fonction f peut être définie en termes de mathématiques, mais elle peut être aussi définie par elle-même. Donc, elle va, pour calculer f de x plus 1, je vais d'abord calculer f de x auquel je vais ajouter un 1. Pour calculer f de x, je vais calculer f de x moins 1, auquel je vais calculer 1, etc., etc., jusqu'à arriver à une certaine fonction d'arrêt. D'accord? Donc, généralement, lorsque vous allez avoir des actions paramétriques ou des fonctions ou procédures qui sont récursives, vous allez devoir trouver deux choses. D'accord? La première chose, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord, on va augmenter un peu la taille ici. Non, pas encore. Allez. Voilà. On a deux choses à déterminer lorsqu'on utilise les actions paramétriques récursives, je le précise. Donc, on a la forme générale que va prendre la fonction, comme celle-là par exemple que je vous ai donnée. On va la prendre, c'est une fonction récursive comme une autre. Donc ça sera f de x plus 1 est égal à f, je m'excuse, elle est égale à f de x le tout plus 1. Ça, c'est la forme globale qu'elle va prendre. Mais j'ai besoin d'autre chose, parce que là, pour calculer f de x plus 1, imaginons que c'est 5. Allez, que je prends x est égal à 5. Pour calculer f de x plus 1, c'est-à-dire 6. Pour calculer f de 6, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord calculer f de 5 et ensuite, je vais lui ajouter 1. Quand j'essaierai de calculer f de 5, je vais devoir
calculer f de 4 et lui ajouter 1. Pour calculer f de 4, je vais calculer f de 3 pour lui ajouter 1. Et ainsi de suite. Mais si je continue comme ça, que j'arrive à 0, je vais continuer. Moins 1, moins 2. Il me faut une condition d'arrêt. Il faut arriver à un certain point où au lieu d'avoir f en fonction d'elle-même, je vais avoir f qui est égal à une quantité mathématique, à quelque chose, à une information. Donc là, par exemple, f de x, je vais dire par exemple f de 0 est égal à 0 par exemple. Et donc avec ces deux questions, avec cette définition sur deux conditions, on va dire. Donc là, c'est quand x est égal à 0, d'accord, f0 est égal à 0, et quand x n'est pas égal à 0, elle sera généralement quand x est supérieur à 0 ici, elle sera égale à f du x inférieur juste en dessous plus 1. Donc là par exemple, si je crée une fonction de ce genre, comment on appelle ça? En algorithmique, voilà. Si j'écris une fonction du genre en algorithmique, je vais faire quelque chose de simple. Donc, je vais juste dire, allez, on va l'écrire rapidement ici. Je vais faire une fonction. Donc, j'écris fonction, je l'appelle S par exemple. Elle va avoir comme entrée une seule valeur, qui est le x, qui sera en entrée, qui sera un entier. Et la valeur retournée, elle aussi sera une valeur entière. D'accord? Je n'ai pas besoin de valeur intermédiaire, donc j'écris début directement. Qu'est-ce que je vais faire dans mon... Alors, qu'est-ce que je vais faire dans mon corps, dans le corps de mon action paramétrique? Si j'ai un x, qu'est-ce que je dois faire? Je vais juste lui ajouter un 1, d'accord? Donc f de x plus 1, ça sera f de x inférieur. Ça veut dire quoi? Si on me donne 6, je vais appeler f pour 5 et lui ajouter un 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner quoi? Quelle sera la valeur retournée? Je vais retourner f de x moins 1 plus 1. Tout simplement. C'est tout ce dont j'ai besoin de faire pour faire mon action paramétrique. J'ai oublié les points-virgules ici, mais bon. Donc voilà une action paramétrique, une fonction récursive. D'accord? Mais j'ai oublié quelque chose. Vous allez voir. Là, j'ai oublié quelque chose de très important. Si je fais ça, elle ne va jamais s'arrêter. Donc je vais à chaque fois appeler avec un x inférieur jusqu'à arriver à la limite inférieure dans les négatifs des nombres entiers. Donc c'est quelque chose que je ne souhaite pas voir arriver. Donc ça, je ne veux pas le voir arriver, c'est pas la peine. Donc ça, je vais l'enlever. J'ai besoin de faire autre chose. Alors. Donc, qu'est-ce que je dois faire avant de commencer à travailler sur la valeur retournée? Je dois d'abord tester mon x. Parce que si x il est égal à 0, je ne vais pas calculer cette quantité. Donc la première chose à faire, ça sera de tester. Si x est égal à 0,
faire alors? À ce moment-là, si x, excusez-moi, si x il est égal à 0, je ne vais pas calculer la quantité ici présente, mais retourner directement à 0. Parce que f de 0 est égal à 0. Dans le cas contraire, sinon, donc si on va considérer que ce soit qu'on va donner que des nombres positifs à notre fonction. Donc sinon, je vais retourner comme je l'ai fait tout à l'heure, l'appel à ma fonction, donc je l'ai appelé s de x moins 1, le tout plus 1. Fin si f est fin. Donc voilà la fonction ou l'action paramétrique. Là, c'est la même chose ici. Ça sera une fonction qui va me donner, d'accord, pour un nombre de suivant, le nombre suivant dans les entiers, mais de manière récursive. Je sais, on peut se dire pourquoi on fait ça. C'est juste, j'ai pris cet exemple ici juste pour vous montrer un exemple. C'est pas autre chose, d'accord? Donc, si je donne 5 ici, on va essayer, on va prendre un test. On va essayer avec 4 par exemple. On va essayer de calculer f de 4. Pardon, s de 4. Lorsque j'essaie de calculer s de 4, si j'ai dans un programme, par exemple, un appel à la fonction s avec un paramètre d'entrée 4, qu'est-ce que je vais faire? Il va venir ici, votre ordinateur, il va tester est-ce que 4 est égal à 0? Non. Donc il va retourner s de 3, il va essayer, il va aller exécuter s de 3, d'accord, plus 1. Mais il ne va pas directement faire le plus 1 parce qu'il ne sait pas à quoi est égal s de 3. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller d'abord calculer s de 3. Donc, s de 3, il vient ici. Est-ce que 3 est égal à 0? Non, ce n'est pas égal à 0. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à s de 2 plus 1. 2 plus 1. Et ça, c'est le s de 3, on est d'accord. Ça, c'est le s de 3. Mais j'ai toujours le 1 ici. Donc, s de 3 s'est transformé en s de 2 plus 1. Et je continue parce que s de 2, je connais pas aussi sa valeur. Donc, je vais le calculer. S de 2, c'est quoi? Donc, c'est s de 1 plus 1. Ça, c'est s de 2. Et donc, j'ajoute le 1 pour le s de 3. Parce que tout ça, on a s de 2, c'est ça. Il reste le 1 d's de 3. Et donc, tout ça là, c'est s de 3. Et il reste le 1 du début. Et donc, je continue. S de 1, je ne le connais pas non plus. Donc, ce sera S de 1, c'est quoi? C'est S de 0 plus 1. Donc, ça là, cette quantité-là, c'est mon S de 1. Donc, je vais lui ajouter un 1 pour revenir à cette quantité complète qui représente S de 2. Je rajoute encore un 1. Parce que si ça, c'est S de 1, ça, c'est S de 2, ça sera S de 3. Et il reste encore un
1 à ajouter du tout début. Donc là, on arrive presque à la fin. Maintenant, lorsqu'il va essayer de calculer S0, votre ordinateur, parce qu'il ne sait pas aussi à quoi est égal S0, il va le faire et il va tester est-ce que x est égal à 0. Donc cette fois-ci, oui, x est égal à 0. Donc il va retourner un 0. Et à partir de ce 0-là, il va faire le chemin inverse et recommencer à calculer les nombres. Donc il va faire ça au début. Il va d'abord calculer la valeur. Vu que S0 est égal à 0, ça c'est S de 1. Ça c'est S de 2. Ça, c'est S de 3 et le 1 du début. Donc, il va d'abord remplacer S de 0 par sa valeur, la valeur calculée. D'accord? On va faire ça. Comme ça, vous voyez que il y a eu un bon remplacement. Maintenant, il va faire marche arrière et il va commencer à faire ses sommes. Et regardez bien, je n'ai pas mis les parenthèses pour rien, parce qu'il va suivre exactement la priorité des parenthèses que j'ai mis. Donc au début, il va calculer. Une fois qu'il a calculé 0, il remonte pour calculer la valeur qui est juste en dessus. Donc 0 plus 1, ça sera un 1. 3. Donc là, j'aurai un 1. Qui représente S de 1 plus 1 du S de 2 plus 1 du S de 3 plus 1 du dernier. D'accord. Donc là c'est 1. Je vais calculer ensuite 1 plus 1. Donc, ça c'était S0, ça c'est S de 1, ça c'est S de 2, ça sera 2, etc. Et je me retrouve avec 4. Donc, en réalité, cette fonction ne fait pas grand-chose, elle donne juste l'identité. Mais c'est juste un exemple pour vous montrer que... comment dirais-je, pour vous montrer que comment marchent les fonctions récursives et comment on peut les utiliser et comment on peut les programmer. À chaque fois, essayez de trouver ces deux informations. La première chose à savoir, c'est chercher une équation où vous avez votre fonction ou votre procédure des deux côtés. Donc ici et ici, en données, en résultat. Ensuite, quand vous trouvez cette écriture, cherchez la fonction d'arrêt. Qu'est-ce qui va faire arrêter votre traitement, vos appels récursifs, ce qu'on a appelé les appels récursifs. Et donc, un exemple très connu, c'est le factoriel, d'accord? Donc, le factoriel, c'est une fonction plutôt bien connue. Donc, un factoriel, fact par exemple de 5, ça sera égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. D'accord? Mais si je veux écrire d'une manière récursive, je peux dire que ça c'est égal à 5 fois fact de 4. Et donc, si je généralise, j'aurai fact de x sera égal à x fois fact de x moins 1. Ça, c'est la première information dont j'ai besoin. Je vous ai dit, il faut une équation où j'ai la même fonction des deux côtés pour que ça soit un appel récursif à fonction. Il reste une seule chose à trouver, c'est la condition. Où est-ce que je m'arrête? Je m'arrête toujours dans le factoriel à 1.
car je sais que fact de 1 est égal à 1. Une fois que j'ai ces deux conditions, je peux créer ou écrire en algorithmique ou dans n'importe quel langage de programmation ma fonction factorielle récursive, dont l'exemple est ici dessous. Vous voyez que j'ai juste une petite condition. Si 1 est égal à 1 alors je retourne 1 parce que factoriel de 1 c'est 1. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vais retourner n multiplié factoriel de n moins 1. Et l'explication est ici. Normalement, ça devrait être clair maintenant, ou du moins un peu plus clair que ça ne pouvait l'être. Maintenant, pourquoi on utilise le factoriel? Pourquoi on utilise les appels récursifs? Les appels récursifs, les fonctions récursives ou les procédures récursives sont généralement utilisées pour diminuer ou simplifier les différentes fonctions qu'on va utiliser. Donc là, vous voyez que le factoriel est réalisé pratiquement en deux instructions. Allez, 3, une instruction de condition et 2 instructions de retour, ce qui est extrêmement simple. Alors que si vous deviez réaliser le factoriel sans utiliser une méthode récursive, ce que vous avez normalement déjà fait pendant le premier semestre, vous devrez alors utiliser une instruction de répétition, c'est-à-dire une boucle, soit la boucle while, soit la boucle pour. D'accord? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va gagner en simplicité. Ça sera beaucoup plus simple de réaliser une fonction récursive, si on peut la réaliser, par rapport à sa forme non récursive. On devra utiliser sûrement des conditions ou des répétitions, et ça peut régénérer des fonctions un peu plus complexes. Mais il y a un revers de la médaille. Pour aboutir à la fonction récursive correcte, il faut bien réaliser sa définition mathématique et en être sûr. Le deuxième inconvénient, c'est que on bouffe de la RAM. Avec les fonctions récursives, on bouffe de la RAM. Pourquoi? Souvenez-vous d'ici. Lorsqu'on a dit tout à l'heure que ça c'est l'environnement, ça c'est l'environnement d'exécution. C'est-à-dire, vous devriez savoir maintenant que l'exécution de vos programmes, elle se déroule dans votre RAM, dans votre mémoire centrale. Et chaque programme ou chaque action paramétrique a son espace de mémoire. On appelle ça son environnement. Ici, le programme principal, on appelle son environnement l'environnement statique, et ensuite on a la pile d'appel. À chaque fois que je vais appeler une action paramétrique, je vais créer un environnement et je vais le mettre au-dessus de cette pile. Et donc, si ça, c'est mon environnement statique, d'accord? Si ça c'est mon environnement statique, à chaque fois que je vais faire appel à une fonction, je vais empiler, je vais mettre au-dessus de cet environnement l'environnement de la fonction que j'ai appelée ou de la procédure, donc de l'action paramétrique. Là, on a les variables du programme principal. Là, on a les variables de l'action paramétrique appelée. Et donc, à chaque fois que je vais encore appeler une, je vais devoir, à chaque fois que je vais en créer une, je vais devoir encore empiler, ce qu'on appelle empiler, je vais mettre au-dessus encore une fois un environnement. Donc un ensemble de variables, etc. qui sont spécifiques à cet appel. Donc même si c'est la même fonction, les appels, ils vont différer. Donc là,
Si je reviens à cet exemple, je vais vous montrer, bon, la programmation F2.5, F2.4. Oh. Pardon. Ok. Voilà. F2.3. On a dit F2.3. F2.2. Oh merde. J'ai pas l'habitude avec Paint, j'aurais aimé avoir une tablette graphique. Ce n'est pas le cas, on n'était pas prêt pour l'enseignement à distance, mais bon, on fera de notre mieux quand même. F2.2 et normalement F2.1. Donc imaginons maintenant que ça, ici, c'est votre programme principal. Et imaginons qu'à l'intérieur de ce programme principal, il y ait sur une certaine ligne un appel à la fonction qu'on a ici qui était la fonction factorielle de 5 par exemple. Donc, sur une certaine ligne, on aura l'appel à fact de 5. Quand j'arrive à cet appel de fact de 5, qu'est-ce qu'il va se passer? Je vais aller exécuter fact de 5, qui sera 5 fois fact de 4. Mais pour calculer cette information, je vais d'abord devoir calculer fact de 4, qui est un autre appel. C'est la même fonction, mais les appels diffèrent. Donc, elle va prendre un autre espace mémoire. Il va empiler au-dessus d'elle un nouvel espace mémoire. Donc là, j'aurai par exemple fact de 3. Fact de 3, il va faire appel à fact de 2. Normalement. À chaque fois, je ne mets pas les fois x fois 5 fois 2 fois, etc. D'accord? Là, je ne mets que les différents appels. Et donc, fact de 2. Fact de 2, j'ai mis un en trop. Fact de 2 là, il va appeler fact de 1. Et fact de 1 en dernier, lui, il va rendre, lorsqu'elle va être calculée, il va retourner à 1, tout simplement. Et donc, tout ça, c'est des environnements qui s'empilent. À chaque fois, vous aurez les nombres de variables déclarées et les paramètres déclarés dans la variable fact. Ici, on n'a qu'un seul, mais dans d'autres fonctions ou actions paramétrées, il peut y en avoir plusieurs. À chaque fois, vous aurez ces variables qui prendront des espaces mémoire ici. Ça sera pas les mêmes. Parce qu'encore une fois, je dis fact de 4 et fact de 3, c'est un appel à la même fonction, mais c'est deux appels différents. C'est comme si vous écriviez la somme de 4 nombres avec la valeur somme ici. On peut mettre ABC. Si je veux sommer 4 nombres, je peux mettre somme ABC plus somme CD, le tout dans somme aussi. Je vais d'abord sommer A et B, ensuite sommer C et D. Le résultat, ils seront sommés encore pour avoir la somme des 4 éléments. C'est la même somme, c'est la même fonction somme, mais j'aurai d'abord un appel pour A et B, ensuite un appel pour C et D, et encore un appel pour sommer les résultats des deux précédents appels. Donc faites bien attention. Appeler plusieurs fois une même fonction, vous n'aurez pas un seul environnement et vous n'aurez pas les mêmes variables que vous modifierez à chaque fois. Non. Si vous avez des x et que vous appelez de manière
récursive, votre action paramétrée plusieurs fois de suite, vous aurez plusieurs X différents dans chaque environnement. Ici, on avait un N par exemple. Sachez bien que vous avez un N ici. Vous avez un N ici, vous avez un N là, vous avez un N là, vous avez un N là. Mais N ne sont pas jolis, c'est pas grave. Vous avez un N là. Et chaque fois, le N, il a des valeurs différentes. Là, il est égal à 1, là, à 2, à 3, à 4, à 5. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris cette notion. Je sais que c'est pas évident, mais rappelez-vous que le plus important pour moi à chaque fois est de trouver cette écriture. L'écriture d'abord générale en ayant la fonction des deux côtés. Ensuite ici, j'écris si x égale à 1. Ça, c'est la condition d'arrêt qui est très importante. Et quand j'ai les deux, je n'ai plus qu'à les traduire sous forme, comme ici, sous forme de, tout simplement sous forme de programme. Bon courage à vous, je vous conseille de faire les exercices de la série de TD avant de regarder la solution qui vous a été proposée. Je vais essayer de vous faire des vidéos qui expliquent les solutions qui ont été proposées par votre chargé de cours. Vous êtes libre de m'envoyer des questions. Si vous avez des exercices particuliers que vous n'avez pas compris ou dont vous n'avez pas compris les solutions, parce que je pense que je ne vais pas expliquer les solutions de tous les exercices, je vais choisir quelques-uns les plus représentatifs et les expliquer. Merci à vous, Sahaftorkum, et à bientôt.